Notre premier intervenant, Thomas Nicolas de Lamballerie, qui est responsable du service des risques climatiques et environnementaux à la Caisse des dépôts et consignations. Salut Thomas. Laurence Rouff, qui est responsable ingénierie territoriale et référente adaptation au changement climatique pour la Banque des territoires. Et enfin, Laurent Rosset, qui est ingénieur, associé chez AIA Life Designers et auteur d'un livre paru tout récemment, L'adaptation intégrale. Laurent, je t'en prie. Alors, donc Thomas part à 12h20, donc ça va très bien se passer Thomas, tu auras ton train, pas de problème, mais on va effectivement commencer par toi, ça tombe bien. Alors, attends, je prends mes petits livres, parce que j'en ai un à prendre par là. Alors, Thomas, je vais rappeler le titre que je viens de citer. Tu es responsable du service des risques climatiques, et je vais récupérer les micros qui sont là-bas par la suite. Tu es responsable du service des risques climatiques et environnementaux à la Caisse des dépôts et consignations. Excusez-moi, je range le micro avant. Voilà, ça y est, ça c'est fait. J'en profite pour faire un bref rappel sur la CDC. La Caisse des dépôts et consignations, c'est une institution financière, tu me corriges si j'ai tort, publique, sous surveillance du Parlement. C'est un investisseur de long terme, sans actionnaire au capital, qui est au service de l'intérêt général. Ces ressources ne proviennent pas des impôts des Français, mais d'une part de leur épargne. La CDC regroupe 3 grands métiers. La Banque des territoires, on va y revenir avec Laurence, la gestion d'actifs sur les marchés cotés et la gestion des participations stratégiques de l'État. Et la division des risques dans laquelle tu travailles est transverse à ces 3 activités. Ton service emploie 5 personnes, dont bientôt 6 je crois, dont une majorité d'analyse de données. Il a été créé il y a 3 ans seulement, essentiellement sous pression réglementaire, parce que jusque-là, ça n'a pas été particulièrement abordé par la CDC. Depuis 3 ans, vous avez créé dans l'équipe vos propres outils pour déterminer à quels risques climatiques sont et seront encore plus soumis les Français et leur habitat dans les prochaines décennies. Tu ne travailles pas à proprement parler sur les solutions dont on va parler, mais tu as un avis éclairé sur ces solutions. Et donc, je vais te laisser pendant 15 minutes. Prends ton temps, il n'y a pas de problème, tes 15 minutes, tu les as, pour poser ton diagnostic pour les décennies à venir et nous expliquer en quoi l'adaptation est littéralement, on l'a vu avec Michel, devenue une question de vie ou de mort. Alors bonjour à tous. Alors c'est un peu difficile de passer après l'intervenant précédent qui était particulièrement brillant. Je te donne la zapette. Donc voilà, c'était extrêmement intéressant. Merci encore pour l'invitation. Donc moi j'ai la charge ce matin du diagnostic. Donc pas forcément de l'optimisme, mais j'ai une collègue brillante qui pourra se charger de la partie optimiste. Effectivement, nous on est parti d'un constat, enfin la raison pour laquelle, alors je vais peut-être passer... Le bouton vert. Ouais, voilà. donc là sur les slides sur la Caisse des dépôts, on va passer rapidement. Une des questions qu'on nous pose assez régulièrement, c'est pourquoi est-ce qu'un établissement financier s'intéresserait à cette question et à cette question des risques climatiques? Alors aujourd'hui, ça paraît à peu près évident. Voilà, on vient de passer des jours assez désagréables. On se rend compte des conséquences aussi sur le tissu économique. On a eu un certain nombre d'événements extrêmes, des inondations, des incendies. Donc on commence à comprendre pourquoi est-ce que c'est intéressant quand on est un établissement financier de bien intégrer ces aspects-là, puisqu'on finance des clients, on finance des projets, que ces clients sont eux-mêmes impactés par les conséquences du changement climatique et que donc de fait, à un moment donné, ça finit par nous faire mal aussi. Voilà, mais ça c'est la... puisque nos régulateurs s'en sont rendus compte souvent avant nous, c'est un peu la mauvaise raison pour laquelle on s'en occupe aujourd'hui, c'est parce que le régulateur nous le demande et nous le demande depuis un certain nombre d'années, alors qu'on aurait dû s'en rendre compte par nous-mêmes. Donc je le dis, enfin je l'ai déjà dit, effectivement, on a pu avoir ces dernières années, un certain nombre d'exemples qui ont des impacts particuliers. J'en citerai juste un, parce qu'il est quand même vraiment particulièrement symptomatique, c'est celui des incendies en Californie. Il y a 1 an et demi maintenant, incendie majeur sur la côte ouest en Californie. 18 mois plus tard, on est toujours totalement incapable de mettre un chiffre sur les conséquences financières
de cet incendie. On ne sait pas combien il a coûté. On sait que ça a coûté des centaines de milliards de dollars, probablement. On ne sait pas estimer 18 mois plus tard les coûts. On sait simplement qu'ils sont absolument faramineux. Voilà, donc pourquoi est-ce qu'on doit s'y intéresser quand on a un établissement climatique? On doit s'y intéresser parce que ça a des conséquences économiques et ça a des conséquences financières majeures, que ces conséquences, on va devoir les gérer. C'est le rôle même des établissements financiers que de gérer les aléas qui jusqu'à présent n'étaient pas climatiques mais qui le deviennent de plus en plus. C'est notre job, c'est notre métier. Et ne pas comprendre ça, c'est faire une véritable faute quand on est un banquier. Que ce soit un banquier public ou un banquier privé, c'est le métier de la banque, c'est la gestion des aléas. D'autres exemples qu'on peut citer, c'est l'été 2025, qui a été un été absolument... Alors on s'en rappelle plus puisqu'on est en 2026, c'est qu'on a une mémoire, on se rappelle à peine de la canicule de la semaine dernière, mais l'été 2025, c'était un été absolument catastrophique. Des phénomènes de canicule importants sur toute l'Europe, des phénomènes d'incendie. 1 million d'hectares de forêt ont brûlé en Union européenne en 2025. Les incendies dans le monde en 2025, c'est l'équivalent de 5 fois les émissions de la France sur une année. Donc, année absolument catastrophique. Des canicules marines aussi terribles, plus 6 degrés en moyenne dans l'été par rapport au normal de saison de la température des océans. Et en parallèle, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que les efforts de décarbonation dans le monde ont globalement ralenti, y compris en France. Et là, on voit bien le problème, en fait. C'est-à-dire qu'on prend non seulement les impacts du changement climatique à plein, et ça va avoir des conséquences absolument, enfin, qui sont aujourd'hui quasiment incalculables sur nos modèles économiques. Et dans le même temps, on ne fait pas ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire l'adaptation ultime, la mesure d'adaptation ultime qui est celle de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, puisqu'il n'y a qu'à travers la réduction des émissions de gaz à effet de serre qu'on peut effectivement avoir un impact à long terme sur les risques physiques. Donc année 2025 particulièrement intéressante. Un dernier élément de constat que je peux vous donner, c'est cette carte qu'on a recréée au sein de mon service, mais toute la donnée est très facile à obtenir, de l'augmentation des températures tel qu'on l'observe actuellement. Donc ça, c'est des chiffres qui sont les chiffres actuels. On parle d'une augmentation des températures aujourd'hui d'1,3 degré au niveau du monde. Mais 1,3 degré, ça ne veut rien dire. 1,3 degré, c'est la moyenne. Ce qu'il faut regarder, c'est les disparités. Okay, donc, sur les plaques continentales, on a une augmentation des températures qui est beaucoup plus forte. On a une augmentation des températures sur l'Europe en particulier qui est particulièrement importante, 2,6 degrés. Encore une fois, on est sur des moyennes glissantes. Donc, de toute façon, toutes les années qui s'écoulent nous font augmenter la moyenne et on a des pics nouveaux. Ça, c'est le constat, en fait, des augmentations de température qui sont notamment dans la zone arctique de quasiment 3 degrés en moyenne glissante. Et des augmentations, y compris dans l'hémisphère sud, alors qu'on savait que l'hémisphère sud était beaucoup moins touché, qui commencent à être extrêmement importantes, y compris sur l'Antarctique. L'Antarctique, c'est disons la réserve de glace la plus importante. Et on pourra revenir sur ce que ça veut dire quand la réserve de glace commence à fondre. Donc ça, c'est le constat. Dans cet environnement-là, effectivement, la Caisse des dépôts a réfléchi à se doter de son propre outil. C'est particulièrement intéressant quand on finance des projets à 80 ans parfois, de projection des conditions climatiques. On a d'abord fait notre marché, on a regardé ce qui existait. On a regardé les fournisseurs de données classiques qui se sont un peu emparés de ce sujet. Alors voilà, il y a plein de fournisseurs, il y a MSCI, il y a S&P, il y a tous les grands fournisseurs de données financières. Quand on regarde ces modèles-là et qu'on les applique, les modèles qui développent, en tout cas c'était le cas il y a 2 ans, je ne me suis plus tellement penché sur la question depuis, je vais vous expliquer pourquoi. Quand on regarde ces modèles-là et qu'on regarde, allez, c'est quoi l'impact d'un monde à plus de 4 degrés en 2100 sur l'activité économique? Ce qu'on nous dit, c'est sur la moyenne des entreprises, on estime qu'on va perdre à peu près 10% de l'EBITDA, donc 10% de la rentabilité à l'horizon de la fin du siècle, dans un scénario de plus 4 degrés. Un scénario de plus 4 degrés à l'horizon de la fin du siècle, c'est un scénario, c'est factuel, c'est un scénario de fin du monde. Enfin, en tout cas, pas de fin du monde, mais probablement de
fin de l'humanité telle qu'on la connaît, et donc de nos systèmes économiques. Et de dire que l'impact, ce serait 10 ou peut-être 20% de l'EBITDA des plus grandes capitalisations boursières, c'est évidemment un non-sens. Donc, toutes ces données n'ont aucun sens. Et donc, juste pour rappeler, le scénario du GIEC aujourd'hui, on va, si on continue business as usual, comme on dit, fin du siècle, on serait à plus de 2,7 degrés si on suit les engagements des États. Donc le plus 4, je ne dis pas ça pour être optimiste, mais je dis factuellement, voilà, plus 4 degrés, c'est un scénario qui serait pire, mais qu'il est tout à fait possible qu'on atteigne aussi. Tout à fait. Plus 3 degrés au niveau mondial, ça fait à peu près plus 3,5 sur la France. Ouais. Donc c'est voilà. Mais effectivement, le plus 4 degrés est probablement pas le plus probable. En revanche, ce dont on est en train de se rendre compte aujourd'hui, c'est que les conséquences qu'on associe à des scénarios de réchauffement moindre sont beaucoup plus fortes que ce qu'on attendait. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les conséquences sur une augmentation des températures de plutôt effectivement tendancielle de 2,7 degrés sont quand même beaucoup plus proches des scénarios de plus 4 degrés que ce qu'on anticipait. Donc on a un vrai problème de modélisation aussi des conséquences du changement climatique. Tout ça pour dire qu'on s'est dit qu'on allait être, qu'on allait être autonome, mais quand même dans la coopération, sur la production de nos indicateurs et sur la production de nos projections. Et donc on a fait notre marché dans l'ensemble des données. Toutes les données les meilleures, de meilleure qualité sur ce sujet-là sont toutes des données publiques et sont toutes des données gratuites. Il faut juste arriver à les trouver. Et en revanche, effectivement, il faut aussi arriver à les traiter et à les comprendre. Mais tout ça, on peut le faire gratuitement et on peut le faire avec des données de très grande qualité et de très grande précision. Et donc, quand on fait ça, quand on regarde, alors nous, on a regardé 9 aléas qu'on arrive à projeter sur l'ensemble du monde. Là, c'est plutôt une carte de France que je vous présente, mais on le fait sur l'ensemble du monde. On arrive à projeter les conditions climatiques de tous les points du territoire français en 2050. 2050, il n'y a pas d'effet de scénario. 2050, c'est absolument sûr. Le climat de 2050 dépend des émissions de gaz à effet de serre du passé. Donc, il n'y a aucune divergence de scénario à 2050. D'où l'intérêt de mettre l'accent sur l'adaptation. Parce qu'en fait, effectivement, il faut absolument réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais il faut absolument s'adapter parce que cette carte de France que je vous présente, c'est sûr. Donc là, en fait, c'est une carte de France qui mélange 9 aléas sur une échelle qui va de 1 à 10. 1 étant bleu foncé que vous ne voyez plus sur la carte, qui voudrait dire les conditions climatiques de 2050 sont les mêmes qu'en 2000. Donc il n'y a plus du tout de bleu foncé, il reste un tout petit peu de bleu clair sur le Cotentin. Voilà. Il y a du rouge un peu partout et il y a des couleurs particulièrement rouges sur à peu près 50% du territoire français qui concentre à peu près 80% de la population française. Le bassin parisien, le sud-ouest, le sud-est et le nord de la France. Alors souvent pour des raisons un peu différentes. Le nord de la France en particulier pour les inondations, le bassin parisien aussi, les vagues de chaleur qui se généralisent partout. Voilà, donc on a une accumulation des aléas. Quand on regarde à une échelle un peu plus fine, donc par exemple celle de la région, voilà, on se rend compte que sur des régions qui étaient jusqu'à présent tempérées, on n'est plus du tout sur des climats tempérés. Quand plus on est vers le rouge, et dès qu'on est sur le rouge, ça veut dire que les conditions en 2050 sont incomparables avec celles qu'on a pu connaître. C'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire que ce qu'on a pu connaître dans nos enfances, ça ne se reproduira plus jamais. Donc il faut s'y préparer, donc il faut s'adapter. Quels que soient les efforts de décarbonation qu'on fasse à l'avenir, et il faut absolument les faire, il faut de toute façon s'adapter aux conditions du futur. Donc il ne faut plus, c'est particulièrement vrai dans le logement, il ne faut plus construire de la même manière, il ne faut plus construire comme on construisait dans les années, même ne serait-ce qu'il y a 5 ans ou 10 ans. 10 ans, ouais. Il faut vraiment construire en fonction des conditions du futur, et ces conditions, elles sont connues, la donnée, elle est disponible, elle est gratuite, elle n'est pas forcément facile à comprendre, mais elle est très disponible. Donc là, vous voyez, sur les vagues de chaleur, 2021-2050, c'est aujourd'hui. Selon nos calculs, on est encore en zone verte. Donc la canicule telle que vous l'avez connue, c'est effectivement, on se dit c'est supportable pour l'instant. On va aller vers un monde où, notamment au basculement de la moitié du siècle, les canicules telles qu'on les a connues ou telles qu'on a pu les connaître la semaine dernière, c'est l'intégralité de l'été, en moyenne. C'est ça que ça veut dire. Et peut-être pour vous dire un autre, donc on le fait sur effectivement tous les aléas qui sont, sur 9 aléas. Peut-être un qui vous intéresse particulièrement aussi, c'est sur la question de l'argile.
Donc on sait qu'on a des sols argileux, on sait que ça a un impact sur la construction, particulièrement vrai dans l'ouest de la France. On va avoir des conditions de sécheresse et des conditions d'humidité qui vont faire réagir les sols argileux d'une manière qu'on n'a pas connue jusqu'à présent. Et donc ça, c'est pareil, c'est des éléments qu'il faut absolument intégrer, notamment dans les projets de construction, parce que la seule solution face à un bâtiment qui n'est pas adapté face à un risque argile, souvent, c'est de détruire pour reconstruire. Et je ne reviendrai pas sur le risque de sécheresse. Donc ça, c'est une carte qu'on vient juste de faire. C'est la première fois qu'on la montre. Ça n'est pas... c'est pas une carte qui reflète un consensus scientifique. C'est simplement une carte qui nous semblait intéressante à faire. Aujourd'hui, le consensus scientifique autour de l'élévation du niveau de la mer, il est plutôt autour de 60 cm à 1 mètre d'élévation du niveau de la mer d'ici à la fin du siècle, dans les scénarios tendanciels de réchauffement climatique. Simplement, dans ces scénarios-là, qui reflètent le consensus scientifique, on est en train de se rendre compte qu'il nous manque un élément qui est celui de la réaction des glaciers, et notamment des zones glaciaires antarctiques. Ce n'est pas inclus dans les scénarios. Une fonte des glaciers, une fonte complète des glaciers sur Terre, n'est pas du tout impossible, elle est simplement extrêmement difficile à modéliser. Si on avait une fonte complète des glaciers, la fonte qui est beaucoup plus rapide que ce qu'on anticipait par ailleurs, ça voudrait dire au minimum 30 mètres d'élévation du niveau de la mer et jusqu'à 70 mètres d'élévation du niveau de la mer. La carte que je vous montre, c'est l'impact sur les 30 mètres. Donc c'est pas le... Et donc vous voyez que ça redéfinit intégralement les zones côtières françaises, ces mêmes zones qui, elles-mêmes, en plus, ont la majorité de la population française, pour plein de questions historiques et sociologiques, qui concentrent les populations. Donc ça veut dire aussi qu'il faut repenser la manière dont on aménage les territoires et dont on habite les territoires. Voilà, donc ça c'est la partie du diagnostic. Face à ce diagnostic, il faut absolument intégrer maintenant, à l'avenir, toutes ces données qui sont des données connues dans tous les projets pour s'assurer qu'on puisse continuer à habiter nos territoires, au moins jusqu'à ce que la limite d'habitabilité, telle qu'on l'a mentionné précédemment, soit atteinte. La question de l'adaptation, c'est il y a des solutions. Il y a des solutions. Alors, il n'y a pas des solutions à tous les problèmes. C'est-à-dire qu'il y a aussi des renoncements qu'il va falloir faire. Mais il y a aussi un certain nombre de solutions. Mais c'est en passant par un diagnostic bien compris, bien établi et en ne se cachant pas les problèmes qu'on peut passer à l'étape d'après, qui est effectivement d'arriver à trouver les solutions. Et puis, quand on a passé cette étape-là, on a un certain nombre de partenaires financiers, y compris la Caisse des dépôts, qui peut nous accompagner face à ces solutions. Voilà. Alors, merci d'avoir tenu ton temps. Alors je vais un petit peu bouleverser, si ça ne pose pas de problème, bouleverser juste l'organisation, parce que tu vas partir dans 20 minutes. On sera en pleine... si Laurence a parlé, on sera déjà à Laurent à ce moment-là. Et je vais te poser juste 2 questions, parce qu'on ne pourra pas échanger avec toi, tu seras reparti, puisqu'il y a un impératif qui est apparu pour cet après-midi. Donc je te pose 2 questions maintenant, comme ça tu seras tranquillement libéré, tu peux rester avec nous jusqu'à 12h20 sans aucun problème, mais comme ça on t'aura juste sur ces questions-là. Mes questions sont les suivantes, Thomas. Est-ce que toi, quel est ton sentiment de la préparation, donc on n'a pas de l'habitabilité de la Terre, de la France et des Pays de la Loire en l'occurrence. Concrètement, est-ce que le secteur immobilier français, en matière d'adaptation des bâtiments, de ce que tu vois, de ce que tu sais, on en est où? À rien, à quelque chose, en étant, tu parles de dire les choses, concrètement, sur l'adaptation du secteur immobilier français, c'est quoi la situation? Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'immobilier. Non, mais de ce que tu sais, de ce que tu vois. Ce que je vois dans le dialogue, y compris avec nos filiales, qui sont dans le logement social, avec un certain nombre de clients, c'est qu'on n'en est pas très loin. En revanche, il y a une vraie prise de conscience du sujet. Il y a un certain nombre de plans stratégiques qui ont été mis en place. Il y a des financements qui ont été identifiés. On est sans doute vraiment au tout début. Mais on voit qu'il y a quand même un certain mouvement. Mais ça se comprend aussi, hein, parce que quand on est bailleur social, je veux dire, on n'en est pas tout à fait encore au moment des comptes, mais quand on est bailleur social, qu'on a une certaine forme de responsabilité face à nos clients, aux gens qui vivent dans nos logements, et qu'on a des morts l'été dans nos logements,
ça pose une question de responsabilité, puis ça pose une question plus fondamentale de ce qu'on fait, la raison pour laquelle on le fait. Voilà, donc évidemment, avec les conséquences, et évidemment trop tard, c'est un sujet qui devient de plus en plus central. Mais par exemple, ça n'était pas, quand on a commencé nos travaux, ça n'était pas du tout le cas. Donc il y a ne serait-ce que 3 ans, ça n'était pas du tout le cas. Donc ça a beaucoup évolué. Voilà, et Laurence en parlera aussi, elle en parlera beaucoup mieux que moi. Voilà, donc on n'en est pas très loin, mais en tout cas, on se rend bien compte que ça évolue. Et nous, notre rôle aussi, c'est d'essayer de l'accompagner au maximum. Voilà, On va reparler avec Laurent et Laurent juste après. Juste, donc, dernière question qu'après tu conjecturesses, mais que je voulais te poser avant que tu partes tout à l'heure. On va parler de technique, puisqu'on va parler de manière de faire pour adapter. Il y a plein de façons de faire, il y a plein de nouveaux modèles. On va en reparler aussi cet après-midi. Pour toi, est-ce que la question culturelle, le fait de s'acculturer cette idée, est aussi importante que la question technique? Alors, les deux sont importants. Les deux sont très importants. Il y a évidemment des changements culturels à opérer, y compris pour les citoyens et évidemment aussi pour les acteurs économiques. Encore une fois, hein, c'est difficile d'envisager de faire les choses différemment. Et en plus de le faire différemment pour un problème qui ne semble pas totalement immédiat non plus et qui par ailleurs n'est pas totalement quantifiable. Ça, c'est un vrai souci. Mais en revanche, ce qu'on voit, hein, c'était une des slides que j'ai passées très rapidement, c'est que, parce que moi, moi ce qui m'intéresse globalement, hein, c'est les sous, c'est l'argent. Voilà. Donc, je travaille dans un établissement financier aussi, donc, et en plus je suis dans la direction des risques qui s'intéresse à la viabilité financière de notre établissement à long terme. C'est notre rôle absolu, s'assurer qu'on a 200 ans et dans 200 ans on existe encore. Ça va coûter énormément d'argent à l'économie française et mondiale de devoir faire face aux conséquences du changement climatique, tellement d'argent qu'en fait on n'y fera probablement pas face. Ça coûte très peu cher d'intégrer l'adaptation dès la conception. Enfin, c'est incommensurable en fait, on est dans des ordres qui sont totalement différents. Donc effectivement, il faut changer nos modes de faire, il faut changer nos cultures d'entreprise pour intégrer dès aujourd'hui systématiquement, tout le temps, dès la conception de tous nos projets, l'adaptation, le renoncement aussi. Il y a des projets qui ne seront pas adaptables et donc il faut quand même s'en rendre compte maintenant et il faut faire différemment. Voilà, donc c'est technique, oui, mais culturel assez fondamentalement aussi. Merci Thomas. Tu restes là avec nous sans problème et je te laisse partir quand tu vois que c'est l'heure. Je passe la parole donc effectivement à Laurence. Laurence, tu travailles également au sein de la CDC. Laurence Roux, tu es responsable ingénierie territoriale et référente adaptation au changement climatique pour la Banque des Territoires. Comme j'ai fait un petit rappel pour la CDC, je vais faire un petit rappel pour la Banque des Territoires. Donc la Banque des Territoires, c'est une marque de la CDC qui rassemble différentes fonctions en vue de financer et d'accompagner les projets des territoires. Laurence, tu travailles justement de manière complémentaire avec Thomas, alors qu'il travaille sur l'approche risque et vulnérabilité. Tu te sers de ces diagnostics pour accompagner les territoires à court et à long terme, on l'a vu, puisque tu parlais effectivement de 40 ans de durée d'accompagnement. 80 ans aussi, je sais, j'en ai parlé, mais je pense que Laurence voulait y revenir. Laurence, est-ce que tu pourrais justement nous en dire un peu plus sur tes missions ? Alors moi, mes missions, c'est d'être à la direction du réseau à la Banque des Territoires. Donc effectivement, on prête, à la Banque des Territoires, on prête sur des projets principalement dans le secteur du logement social, qui est la mission historique de la Banque des Territoires, enfin Caisse des dépôts, et aux collectivités, aux acteurs des territoires. Nous pouvons investir en fonds propres dans des sociétés de projets qui travaillent au développement de solutions, de projets d'infrastructures immobiliers, énergie renouvelable, décarbonation aussi. Sujet important, j'y reviendrai sans doute, c'est que nous pouvons consigner des fonds, c'est-à-dire sécuriser des fonds sur la durée pour les faire en sorte par exemple, un projet d'éolien qu'il faudra démanteler, nous pouvons sécuriser les fonds dans la durée pour qu'ils puissent servir à la fonction qui est nécessaire, et tout ça intervient dans un cadre réglementaire et par décret. Nous accompagnons en ingénierie un certain nombre de projets, puisque, et j'y reviendrai, un certain nombre de transformations, puisqu'on parle de transformation, on ne parle plus de transition,
nécessite de rechanger les référentiels de réflexion, de méthode, de calcul de la valeur, d'aménagement. Et cela nécessite donc, avant même de savoir combien, c'est de savoir quoi et de savoir comment. Et tout ça demande un petit peu de réflexion et donc d'ingénierie. Je te laisse prendre la parole. Et donc moi, je m'occupe plutôt d'accompagner les directions régionales qui sont en fronde sur les territoires, et je salue mes camarades de la direction régionale qui sont partenaires de cet événement pour justement les accompagner à accompagner les territoires et les accompagner à ces transformations. Et les besoins sont colossaux. Donc ça, c'est de façon générale, et en particulier, parce que c'est pas drôle sinon, j'ai plusieurs casquettes transverses, notamment celle de l'aménagement à l'heure de la sobriété foncière et de l'adaptation des territoires au changement climatique. Alors, sur le changement climatique, et on va parler d'aménagement soutenable de moins en moins, mais pas durable, mais soutenable. Et j'insiste sur cette question de soutenabilité qui me paraît bien le micro, très intéressante. On a commencé à travailler un peu en parallèle, d'ailleurs, de l'arrivée de Thomas Cotteris, nous, côté opérationnel. Comment on fait donc, lui, il s'occupe des sous, moi aussi un peu, mais ce qui m'intéresse, c'est comment on embarque la machine à transformer, la machine à bifurquer, et comment on apporte des solutions. Et donc, on s'est dit, mais de quoi ont besoin les acteurs sur les territoires pour pouvoir engager ces transformations ? Et effectivement, le constat, c'est qu'on est quand même sur des transformations importantes qu'on a rarement connues dans une fin de cycle de 70 ans, stable physiquement, stable quasi économiquement, stable à peu près politiquement. Et donc, on a une incertitude sur de la donnée, sur la capacité à projeter, et l'incertitude peut amener à l'absence de décision. Or, la pire des choses, c'est de ne pas prendre des décisions. Et c'est pas parce qu'on est dans un contexte d'incertitude que des décisions ne doivent pas être prises. Le pire est peut-être même de ne pas en prendre. Et donc, dans ce cadre-là, on a réfléchi à la façon dont on pouvait accompagner les acteurs territoriaux face à ces sujets complètement nouveaux. Et donc, en complément de l'approche risque, puisque l'approche risque est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante, puisque l'approche risque, un peu comme l'incertitude, pourrait pousser à ne rien faire. Et donc, le sujet, c'est de réduire les risques, et la réduction des risques n'est pas donc de ne pas faire, mais surtout de faire, et de faire autrement, de faire différemment, en ayant conscience de ces risques et d'amener ce fameux dialogue que Thomas a parfaitement introduit. Donc on a débloqué des fonds en ingénierie pour financer parfois des chefs de projet et parfois donc, la connaissance des vulnérabilités et des plans d'action pour que chaque territoire puisse travailler à l'incorporation de trajectoires d'adaptation dans l'aménagement, la planification, l'organisation économique de leur territoire, et en regardant quelles sont les spécificités de ces territoires. Parce que par rapport à la décarbonation, qui n'est pas simple, mais il y a plein de travaux, on a une petite unité carbone, et on se dit alors, quels sont les secteurs qui consomment beaucoup de carbone ? Il y a un super Mondrian qui a été fait. Quels sont les secteurs les plus émetteurs ? On va réduire les secteurs émetteurs. Bon. Et bien alors, l'adaptation, c'est un truc super compliqué, mais donc c'est le grand retour des aménageurs, donc bravo. C'est que ça dépend de où on est. Et donc, les grandes organisations de systèmes mondialisés, ce qui est le cas aussi de l'aménagement, on a une chaîne de valeur super découpée à chaque bout de la chaîne, super massifiée à chaque bout de la chaîne, ben ça ne marche pas. Parce que dans chaque bout de la chaîne, qui est hyper mondialisée, c'est « oui, mais ici, je fais quoi ?» Donc il y a des choses qu'il va falloir travailler à plusieurs à des échelles de mutualisation, et il y a des choses qu'il va falloir appliquer dans l'endroit où c'est. Et donc on n'adapte pas un aménagement ou de l'immobilier en littoral, en zone d'érosion et ou de submersion en Bretagne, quand on est dans des côtes sableuses ou des côtes rocheuses, quand on est en la montagne. On n'est pas face du tout à la même chose. Je ne parle pas de l'outre-mer, si j'en parle. On a vécu des catastrophes extrêmement difficiles, on ne s'en est pas remis, et nous à la Caisse des dépôts non plus d'ailleurs, sur le poste Chido à Mayotte, le poste Garance, le poste Irma, enfin c'est quand même... Et on voit bien qu'on arrive aux limites de l'aménagement comme on le faisait. Donc de l'ingénierie, que ça soit à la fois pour anticiper et donc se projeter, mais aussi en capacité à comment, en post-crise, comment
dans ces points de bifurcation, on repense différemment la résilience post-crise. Et donc un enjeu de planifier, pas au sens du 5e plan, mais de revoir notre façon d'interpréter le sol, qui n'est pas un sol stable, qui est physique, tu l'as très bien dit Thomas, ces sols vivants, et qui sont au cœur de conflits d'usage, puisque on a besoin de sol, et donc de foncier, mais il y a du sol derrière le foncier, pour construire, pour faire de l'industrie, pour faire du logement, pour aménager des espaces publics, pour faire de la souveraineté alimentaire et tutti quanti. Et déjà, il y a un conflit d'usage entre ces fonctions. Et après, il y a un conflit d'usage avec le sol en tant que ce qu'il est lui-même, car c'est le 2e puits d'absorption de carbone, c'est celui qui permet de résorber parfois les risques d'inondation, enfin bon, bref. Donc, et qui a effectivement une biodiversité folle qui résoudrait peut-être une grande partie de nos problèmes. Et en même temps qu'on construit, on continue à dégrader ces sols qui sont une des problématiques et des réponses majeures à nos questions. Donc on voit bien que avant l'immobilier, je préfère parler des sols parce qu'on est sur un sujet majeur d'aménagement du territoire et qui, à mon sens, doit être regardé en tant que tel. Tout cela demande de la data. Donc il y a la data effectivement de risque financier de la contrepartie et que à Thomas. Effectivement, évidemment, on fait en sorte d'être en accord et convergent sur nos analyses. Et effectivement, moi, ce que je constate dans les documents d'urbanisme, qui est le socle de l'aménagement, effectivement, dans des procédures complexes, c'est que on a, grosso modo, c'est pas exact, mais dans l'esprit, oui, un tiers de PPR en France qui existe, un tiers de PPR. Plan de prévention des risques. On en a des territoires qui n'ont pas de PPR. Voilà. Et dans ceux qui existent, on a des PPR qui existent, on dit c'est super, mais en fait ces PPR ils ont été faits il y a 15 ans. Donc on est à des plans de prévention des risques, à climat il n'y a pas 10 ans, même pas climat actuel et encore moins climat projeté. Et quand on aménage au moins à 20, 30 ans, et des grosses opérations d'aménagement, je viens du monde de l'aménagement, ça met au moins 30 ans. Donc on a des référentiels qui ne correspondent pas à aujourd'hui, et encore moins à demain. Parce qu'ils ont été mal faits ou parce qu'ils n'avaient pas les données essentielles pour le faire? Pour tout un tas de raisons, capacité cognitive à se projeter dans un monde différent, mise à jour de la data, comment on regarde le problème, le monde de l'écologie au sens de la connaissance des sols court après le monde de l'aménagement depuis 20 ans, et l'aménagement n'a jamais écouté le monde de l'écologie. Aujourd'hui, l'aménagement, et ça a été dit, l'aménagement c'était construire. On achète un terrain, on viabilise, je caricature, quoique je vends des charges foncières, j'équilibre mon bilan, voilà. L'aménagement, et c'était beaucoup l'aménagement des villes. Maintenant on se dit, attends, l'aménagement, c'est parfois dédensifié, donc renaturé, mais on n'a pas de concession d'aménagement pour ça, puisqu'une concession d'aménagement, c'est je vends des charges foncières que j'ai valorisées avec un prix de l'immobilier, et j'équilibre mon bilan, je fais un peu de logement, enfin vous connaissez tout ça puisque vous faites partie de ce monde économique de la chaîne de valeur de l'aménagement. Donc aujourd'hui, déménager, ménager, réaménager, restaurer les sols, c'est de l'aménagement, mais tous les outils sont à voir et la question de la valeur est au cœur du sujet. Et donc, nous, ce qu'on a fait donc de la data, donc on travaille aussi à accompagner des territoires à se doter d'outils et à expérimenter dans plein d'outils de territoires la façon dont ils peuvent se projeter en climat futur et prendre des décisions à la parcelle sur certains projets, parce qu'il y a le risque consolidé, mais il y a aussi comment on prend cette décision sur de l'aménagement à la parcelle. Et bien sûr, on a aussi réfléchi à la façon dont on pouvait adapter nos financements, soit pour financer des objets qui n'étaient pas bien ou assez financés, et de plus en plus pour comment on intègre, et c'est pas simple, un certain nombre de conditionnalités, je vais peut-être plus loin, mais en tout cas de critères qui, au-delà de l'objet, prennent en compte la qualité, au sens général, pas jugement de valeur, mais la qualité, la robustesse
du financement que l'on peut accorder. Donc quelques exemples, je n'aurai pas le temps de tout dire parce que je sens que je vais bientôt être coupée. Mais il y a encore 5 minutes de le premier sujet, et mes collègues savent que j'y suis très attachée, on a un très très beau prêt qui a un très très beau nom qui s'appelle le Gaïa. C'est qu'avant l'aménagement, il y a un sujet, donc le foncier. Et comment on ne finance pas le foncier juste parce qu'il accueille du logement ou une activité, sol, support, le foncier en tant que tel. Et donc, nous, c'est le livret A. Donc, d'ailleurs, j'en profite. Quand vous avez un livret A ou un livret développement durable, vous dites « bon sang de bonsoir, il est très peu rémunéré ». Oui, mais vous financez ce type de projet pour restaurer. Et si vous voulez qu'il vous rémunère à 8 points, effectivement, vous irez plutôt dans des fonds de pension, mais qui ne restaurent pas les sols. Donc, mais lui aussi, il a une valeur écosystémique. Vous pouvez dire, mon livret A a une valeur écosystémique. Bon, enfin voilà, ça, je vais finir la parenthèse. Mais nous transformons cette épargne en financement de long terme et ces solutions. Et donc, ce foncier, on peut le financer. On a travaillé avec Bercy et nous avons l'autorisation de financer par le livret A des projets de dépollution de friches, de renaturation, de restauration de milieux, de relocalisation de fonciers, notamment exposés en zone littorale. On travaille beaucoup sur des restaurations de milieux aquatiques, de plus en plus en milieu marin. Nous travaillons à accompagner donc en ingénierie, mais aussi en financement, des solutions, je déteste le mot de verdissement, mais de réinstauration de milieux, de prévention des inondations avec des digues naturelles, mais aussi parfois des digues de protection, et cette question est absolument brûlante. Et je reviens à l'exemple de la qualité. Le sujet n'est pas digue ou pas digue, c'est où on les met, lesquels on met, quelle est leur robustesse. À noter qu'une digue n'est pas assurée et ne sera jamais assurée. C'est bien de leur dire. Oui, je le dis. Ouais. Si j'ai le temps, je reparlerai de l'assurabilité. Mais voilà, donc ça, c'est un exemple. Mais on travaille aussi à accompagner les acteurs du logement social pour l'adaptation du logement au changement climatique, et avec des travaux aussi sur des prêts bonifiés pour intégrer le confort d'été. Donc après, ça veut dire quoi? Ça veut dire quel est le référentiel que je prends pour le confort d'été, et puis le confort d'été en Martinique versus confort d'été. Voilà. Et ça pose des questions de référentiel technique où les labels aujourd'hui et les référentiels, le RE2020 ne prend pas en compte l'ensemble de ces éléments, par exemple. Voilà, on travaille aussi pour la résilience numérique. Un opérateur de réseau qui, on l'a vu, la SNCF, la semaine dernière, la Défense, avec la canicule, il n'y avait plus rien. Donc on a demandé à tous ceux qui travaillent dans les bureaux de rester chez eux. Mais tous les services de la Défense, du coup, n'ont eu 0 clientèle. Et donc, c'est énormément de points de PIB aussi qui s'en va. Voilà, donc notre question de fond, c'est comment on finance le réel. Comment ce risque physique, en fait, on finance le physique, comment on finance l'économie réelle, le bâtiment, l'aménagement, les sols. Et on pourrait en parler beaucoup. Et dernier point, dans les nouveautés, donc consignation, c'est sur le territoire du littoral, et c'est le cas ici, c'est la possibilité, donc on a l'autorisation par décret, et l'obligation, ça vient de la loi climat-résilience, de consigner les fonds sur les constructions exposées dans les zones côtières, exposées à l'érosion du trait de côte, qui aujourd'hui n'est pas un risque, au sens assurance. Il est connu, c'est un aléa prévisible, donc il ne sera pas couvert. Ah, pardon. Comment ? Entre sable et roche, c'est différent, me dit mon voisin, mais en tout cas, il ne sera pas assuré, donc il est certain, il est prévisible, et comme c'est prévisible, nous pouvons donc nous adapter. Et donc, il y a de l'incertitude, mais il y a aussi du prévisible, il y a de la donnée, tous les jours il y a de la donnée, et Thomas l'a dit, on a en France les meilleurs producteurs de données au monde. On a une très très grande qualité de la donnée. Et en plus, elle est gratuite. Et c'est Thomas qui dit ça. Alors il s'occupe des sous. Donc voilà pour partager. Merci Laurence. On va revenir. Ce que je te propose, Laurence, c'est qu'on va donner la parole à Laurent et on parlera d'assurabilité ensuite. On se posera une question là-dessus. Voilà. C'est dangereux de me donner la parole. Oui, je vais te lancer, Laurent. Donc on continue. Donc
Laurent, tu es ingénieur géophysicien de formation. Tu es associé depuis une trentaine d'années chez AIA Life Designers, AIA pour architecte ingénieur associé. Cette agence d'architecture et d'ingénierie a été fondée il y a 60 ans à Nantes. Depuis 1965, AIA a beaucoup grossi, jusqu'à devenir la plus grande agence française en maîtrise d'œuvre globale avec un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros aujourd'hui et avec un prisme particulier sur la santé et la préservation de l'environnement. Corrige-moi si je me trompe, elle compte aujourd'hui quelques 800 collaborateurs répartis dans une quinzaine d'agences en France et à l'étranger. Ton réveil écologique à toi remonte à 2002 lors d'un événement à Angers autour des 10 ans de la conférence de Rio. C'est alors que tu as découvert le rapport Meadows dont on a parlé un petit peu avec Michel tout à l'heure sur les limites de la croissance. Et c'est à peu près à ce moment-là, ou depuis ce moment-là, que tu as commencé à harceler tes associés sur les questions climatiques. Tu es aujourd'hui, à raison, tu es aujourd'hui directeur stratégie et innovation de l'agence et ton ambition, c'est de favoriser l'émergence de projets à impact positif, préservant le vivant et atténuant le changement climatique. Pour compléter ton portrait, je me dois d'ajouter que durant 10 ans, tu as été président de l'association NovaBuild, que certains d'entre vous connaissent, le plus grand pôle d'éco-construction en France. Et il y a quelques jours, tu as publié, attention, il est par là, je prends deux mains parce qu'il est lourd, hop là, tu as publié ce gros livre bleu aux éditions du Moniteur, qui donc s'appelle L'adaptation intégrale, qui a été préfacé par Valérie Masson-Delmotte et par notre ancien ministre de l'écologie, Christophe Béchu. Est-ce que tu pourrais nous résumer tout ça en 15 minutes? Tu m'as dit que c'était une voiture de course que tu freinais à la minute, à la seconde, ça marche. Pour toi, c'est quoi l'adaptation intégrale? Je vais te répondre, Dorothée, à cette question, mais avant, je vais vous dire pourquoi j'ai voulu écrire ce bouquin. En fait, ça fait plusieurs années qu'on regarde les datas. Elles sont très riches, elles sont très renseignées, comme dit Thomas. On a beaucoup de données. On sait faire beaucoup de simulations. Il y a beaucoup d'ingénierie dans tout ça, mais il manque l'architecture. Pour moi, franchement, aujourd'hui, l'adaptation, ça va faire plaisir à Gilberto Gil Pellegrino. Si on n'arrive pas à lancer un mouvement que moi j'appelle l'adaptation heureuse, ça va être compliqué parce que ce qui nous arrive, Michel Lussot l'a tout à fait expliqué, ça demande un reset logiciel de dingo. Ce qu'on fait aujourd'hui va échouer climatiquement dans peu de temps. Donc, et puis je voyais beaucoup de cartes. Alors, il y avait des gens qui nous commandaient des diagnostics, alors on leur rendait des cartes. Il y avait les zones vertes, les zones oranges, les zones rouges. Voilà. Et puis on leur donnait ces cartes, les gens analysaient ça. Et comme disait Laurence, qu'est-ce qu'on fait derrière? Comment on passe à l'action? En fait, c'était ça mon moteur. Comment on peut passer à l'action? Alors c'est pour ça que j'ai appelé ça l'adaptation intégrale. C'était pas innocent, parce que pour moi, il y a 3 choses fondamentales qui changent. La première chose, c'est que c'est une refonte, et j'insiste, c'est une refonte, non pas des glaces, mais une refonte totale de la façon dont on aborde nos métiers. Premièrement, dans la manière d'aménager nos territoires. Tout simplement parce qu'il y a une question de fond qui n'est pas encore trop abordée, à mon sens. On ne peut plus construire où on a construit. Michel l'a bien expliqué. Il y a des zones de notre pays, même partout dans le monde, qui sont en limite de charge climatique. Donc aller construire là, c'est amplifier les problèmes. Donc il faut chausser les lunettes 2050. Elles sont dans ma poche, moi je les mets, je regarde, 2050-2070. Et je me dis, en fait, et c'est les cartes que montre Thomas, mais ces zones-là, c'est absurde d'aller... Parce qu'il y a un truc que les assureurs ont très bien compris, et les banques aussi, c'est plus vous mettez de gens au même endroit, dans une zone tendue, ou à risque, plus vous générez du dommage. Et plus ça coûte cher. Alors quand on gère de l'argent, on le comprend. Donc, on doit repenser la manière d'aménager. 2, cette adaptation intégrale, en fait, elle modifie aussi la façon de vivre. Bah oui, ça ne va pas uniquement des solutions techniques. Il y a beaucoup de solutions humaines là-dedans. Nos façons de vivre dans les villes, dans la périurbanité, j'aime bien la notion de Michel, la fausse ruralité finalement, celle qui est connectée. Cette adaptation doit nous amener à penser nos modes de vie. Et enfin, nos méthodes. Nos méthodes dans toute notre filière. Quand je dis nos méthodes, c'est nos arbitrages. Sur quoi on arbitre? C'est quoi le plus important?
Si vous reprenez n'importe quel projet que vous faites en ce moment, si vous le scannez avec l'adaptation intégrale, en fait, vos arbitrages ne sont pas les mêmes. Et ensuite de ça, dans cette méthode, c'est l'anticipatoire ou l'anticipation. Regardez en anticipant ce qui arrive, vous ne faites pas les mêmes choix. Donc ça, c'est le premier point. Vous avez compris, on est dans une refonte de la façon de penser la ville, penser les territoires, penser nos métiers. Ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième point, et alors là, j'ai bu ton petit lait, Michel, c'était top ton truc, sur le care. Moi, je parle du design care climatique, hein, c'est proche de ce que GeoCare, c'est ça. En fait, c'est une démarche, cette adaptation intégrale, ou systémique, c'est une démarche d'intérêt général. C'est-à-dire, ça dépasse nos professions. C'est transdisciplinaire. Ça doit jouer sur nos politiques publiques. Ce n'est pas que le code de l'environnement, ce n'est pas que le droit civil. Ça doit embarquer le droit social, le droit au travail, le droit pénal. Vous voyez ? Parce que si on ne fait pas bien l'adaptation, en fait, c'est tout ça qui est chamboulé. En fait, l'adaptation, c'est une politique régalienne, au sens noble du care, de prendre soin des gens. Et là, il y a des questions fondamentales qui se posent, qu'on doit se poser sur tous les projets. Qui doit-on protéger ? Qui en priorité, par exemple ? Parce qu'en fait, on le sait, notamment les plus vulnérables face à ce qui nous arrive. Où doit-on protéger ? Quels sont les investissements qu'on est prêt à mettre pour protéger, pour adapter ? Quels sont les renoncements qu'on accepte tous parce qu'on a compris la logique, vous voyez ? Ça, c'est vraiment cette démarche d'intérêt général qui change beaucoup. Et enfin, troisième grand pilier, en fait, c'est vraiment nos métiers. C'est cette stratégie que moi j'appelle de conception intégrale, de conception systémique avec l'adaptation. Et là, il y a deux notions à avoir, très simples. Parce que je sais qu'on est tous un peu fatigués. La matinée était longue. Première notion, les risques, bien sûr, sont climatiques. Hein, il y en a 10. Thomas les a montrés sur une très belle diapo. Mais ils sont systémiques, les risques. Parce que, Michel l'a très bien dit, tout est connecté. Et en fonction des ouvrages que vous interrogez, que ce soit du logement ou des équipements à haute valeur stratégique, on pourrait parler des hôpitaux, c'est notre domaine, mais il faudrait aussi parler des lieux de sécurité civile, des prisons. Tout le monde oublie les prisons. On ne va pas laisser mourir des gens en prison s'il y a 20 jours de canicule, vous voyez. C'est des questions comme ça. Et en fait, on est dans cette conception systémique avec des risques boule de neige, effet domino. Le climat, c'est le moteur principal, mais derrière, vous avez des risques pénuriques. Je vous prends un exemple tout simple. Vous pouvez faire un super bâtiment super bien adapté, mais si vous ne le pensez pas dans son territoire, Michel en a parlé, si l'alimentation de son électricité, vous ne la regardez pas, si son alimentation en eau, vous ne la regardez pas, si ses flux logistiques majeurs, vous ne les regardez pas, en fait, il est hyper vulnérable, votre bâtiment. Lui-même, autarcique, il peut être résistant 5 minutes, mais en fait, ce qui compte, c'est lui dans son système. Hein. C'est hyper scalaire, c'est hyper spatialisé, l'urbanisme aujourd'hui. Et donc, en fait, ce qui nous manque encore, c'est cette culture du risque. Les militaires l'ont, cette culture du risque. Nous, ce n'est pas dans nos métiers. On doit réapprendre nos métiers avec cette culture du risque. Ça, c'est le premier point dans cette nouvelle conception systémique. Il y en a une deuxième, et là, c'est vraiment le métier de l'architecte. Pour moi, je l'appelle le climat-architecte. Alors, pas comme climat, climat-architecte. En fait, c'est cette capacité, finalement, des architectes à aborder les questions de façon 360, avec cette analyse des risques, mais cette capacité à dresser un récit, à donner envie, à analyser les enjeux, les arbitrer, faire des choix intéressants pour la société et pour que les gens adhèrent à ça. Et là, on a besoin d'un nouveau récit pour l'adaptation, à mon sens. Donc ça, c'était les trois grands piliers de l'adaptation intégrale. Je suis à la moitié du temps de parole. Ça va. Donc je vais, pour aller dans le concret, qu'est-ce qu'on doit faire du coup, une fois qu'on s'est dit, ok, toutes les règles du jeu ont changé, tout est bouleversé, comment on fait? Premièrement, il y a on va les appeler des hard skills
de l'adaptation, il y a des notions à connaître, à apprendre. Un, il faut regarder les aléas droit dans les yeux. Laurence l'a très bien dit, ce qu'on nous propose aujourd'hui dans les plans de prévention des risques, c'est désuet, ça ne marche plus. Hein, donc s'il y a quelques promoteurs dans la salle, peut-être, ne lancez plus un programme sans, en vous appuyant sur les plans de prévention des risques qu'on vous donne. Ils ne sont pas à jour. Je vous donne 2 exemples. Le plan de prévention des risques incendie de forêt, ça va peut-être nous arriver malheureusement dans les jours qui viennent. Dans les 35 000 communes en France, il y en a 200 qui ont un PPR IF à jour. Waouh, quand même. On se dit, ah bon, il y a autant de retard parce que c'est la machine, c'est long. Sur les plans de prévention des risques incendie, figurez-vous, 35 000 communes, ça n'a pas changé. Bon, il y en a 11 000 qui ont un plan de prévention des risques inondation établi à jour. Mais quand vous creusez, il n'y en a que 1000 qui ont intégré le nouveau risque inondation, qui est le risque ruissellement. Et pourquoi ce risque il est énorme? Les assureurs le savent très bien. La moitié des sinistres indemnisés ces 5 dernières années étaient dans des zones blanches où en fait on pensait qu'il n'y aurait jamais d'inondation, mais c'est en fait les pluies diluviennes, hein, les pluies sévenoles ou équivalents, 100 mm par heure, qui ont fait que les réseaux ne tiennent pas le choc et vous vous retrouvez avec 1 mètre d'eau dans des zones où il n'y avait jamais eu d'eau. La grand-mère du coin, elle dit « Ah mais moi depuis que je suis né, j'ai jamais eu d'eau ici ». Et ce n'est pas sur les plans de prévention des risques d'inondation. Oui. Je vous donne 2 exemples. Autre canicule, mais les canicules, on pourrait dire pareil. Donc on a cette nécessité, voilà, d'avoir ces connaisses, ces datas, et faire des simulations crédibles. Ça, c'est le domaine de l'ingénieur. Bon. Mais ça ne va pas suffire, ce que je disais. On a besoin des soft skills de l'architecte. Parce qu'il va falloir prendre tous ces problèmes qui sont nouveaux, et là, je vous donne un point de vue. Pour moi, il y a un nouveau métier dont on a besoin. Et je pense que les urbanistes, les paysagistes, les architectes, qui ont l'habitude de concevoir, vous voyez, en conditions avec des paramètres, multiparamètres, pour faire le mieux possible pour les gens qui doivent abriter. Je pense que cette profession doit sortir d'elle-même. J'en ai parlé à l'INSFA récemment, au CNOA. Je leur dis, dans les écoles d'architectes, figurez-vous, il n'y a pas de formation à l'adaptation, ou très peu. C'est le métier d'avenir. Rappelez-vous, il y a 20 ans, quand on a eu le début de l'association HQE, avec, vous vous rappelez, les 14 cibles. Ça doit parler à certains, ça. Tout le monde n'a pas moins de 30 ans dans cette salle, je pense. Donc HQE, haute qualité environnementale. HQE, ouais. Il y avait un débat à l'époque, ça n'existait pas, ingénieur environnement. Il y avait un débat en interne, notamment chez nous. Bon, il faut le faire parce qu'ils nous le demandent, mais bon, il n'y a pas d'argent, on ne va pas faire un service pour ça. Vous vous rendez compte aujourd'hui? Ceux qui font les tableaux d'honoraires des architectes qui sont mandataires, ils voient bien qu'on paye les gens pour faire ingénierie environnementale. D'ailleurs, les meilleurs architectes sont devenus quasiment environnementalistes. Ils l'étaient naturellement, mais ils ont bossé la question. C'est sûr, mais ça je vous dis, je donne ma main à couper, enregistrez-moi. On va avoir un nouveau métier. Il y a un nouveau métier dont on a besoin. On ne va pas s'en sortir sans. C'est ce que dit Michel. On a besoin d'avoir des concepteurs globaux, systémiques, qui portent la mission adaptation. Alors, de grâce, là, il y a un petit peu de gens qui lancent des programmes. Vous avez compris, lancez plus sans revoir vos datas, vos programmes. Je travaille encore sur des projets de rénovation de lycées, je ne dirais pas dans quelle région, pour ne pas me griller, on est encore en concours, mais où l'obstination de la région concernée, c'est le confort thermique d'hiver, pour baisser l'énergie qu'elle paye. Et il n'y a pas une ligne sur le confort d'été. Quand vous visitez les classes avec les enseignants dedans, ils nous voient arriver, là, les cordes d'architectes avec leur bureau d'études. Ah, de grâce, vous allez nous sauver de cet enfer thermique. Alors nous, on dit, bah, on va essayer. Et en fait, dans notre tête, on se dit, en fait, il n'y a pas une ligne sur le confort d'été. Mais le logiciel a changé. Hein. On s'en fout de l'hiver. Sérieux. L'hiver, on va avoir 18 degrés en France. Ce n'est pas le problème, l'hiver. Le problème, c'est l'été. Et donc, si vous lancez des programmes où ça, c'est pas marqué, là, comme ça va rentrer dans le droit pénal, un jour, on sera attaqué, ça commence, pour défaut de conseil climatique. D'accord? Donc, de grâce, ne lancez plus un programme sans regarder cette affaire des aléas systémiques, faites-vous aider si besoin, et lancez des programmes crédibles. Vous ne pouvez pas lancer décemment des projets qui, dans 10 ans, sont inexploitables, sont inhabitables. C'est pas bien. Même si ce n'est pas vous qui les achetez, il y a des banquiers, il y a des assureurs qui vont le regarder, ne vous inquiétez pas. Ils ne vous prêteront pas l'argent si ça ne tient pas plus de 5 ans. On livre encore des écoles maternelles
qui échoue à la première canicule de juin 2026. C'est quoi cette blague? Donc ça, c'est plus possible. 2, rentrer dans les danses, rentrer dans le mouvement de l'adaptation intégrale. Achetez mon livre, je vais faire comme Michel. Je n'osais pas le faire. C'est un super livre. Il y a une séance Mais, dédicace à 15h30 voilà. pour ceux qui veulent, mais on en reparlera. De grâce, mettez dans vos programmes. Je suis venu là pour vous dire ça. Il y a une phrase à retenir. Mettez une mission adaptation. Demandez aux gens qui vont porter cette mission en quoi ils sont crédibles pour porter cette mission. Il ne faut pas que ce soit des magiciens là, qui parlaient climatisation il y a 2 jours et puis qui vous disent « Ah non, non, j'ai une approche globale, je sais le faire ». Regardez à qui vous adressez et créez de grâce cette mission adaptation. Rémunérez cette mission-là. Sinon, on va faire des projets qui ne vont pas tenir le choc climatique. Et ça, c'est quand même bien dramatique. Dernière chose, j'ai encore 2 minutes. Moi, je regarde toujours le verre à moitié plein. Je suis un optimiste. C'est pour ça que je vous parle de l'adaptation heureuse. Sérieux, l'adaptation, ça peut être quelque chose d'extrêmement emballant pour notre société. Si on repense les choses différemment, il y a des bénéfices collatéraux à l'adaptation qui sont extraordinaires. Le premier, il est financier. Thomas, il est parti, mais il doit m'entendre d'où il est, je pense. Laurence lui dira. Quand vous mettez 1 euro dans l'adaptation, si le risque vous frappe, vous en avez gagné 10. Vous savez, c'est le principe, quand vous êtes étudiant, vous roulez au tiers en bagnole. Vous pensez que c'est moins cher jusqu'au jour où vous vous plantez dans le fossé tout seul. Là, vous dites, putain, c'est vachement plus cher en fait. Le principe de l'adaptation, c'est ça, c'est la prévention au cas où ça arrive. Donc là, aussi, on a besoin des architectes. Pourquoi? Parce qu'il faut une planification stratégique ordonnancée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de dire, en concertation avec les parties prenantes, quels sont les risques les plus rapidement qui vont nous frapper, quel investissement on doit mettre pour le traiter, et dans quel ordre dans le temps. Parce que l'adaptation, c'est une trajectoire, ce n'est pas un état. On doit s'adapter en permanence, mais on doit choisir par quel bout on prend le problème. D'accord? Une fois qu'on a dit ça, on a des bénéfices collatéraux qui sont incroyables. Une ville adaptée est bien plus accueillante, est bien plus paisible, est bien plus inclusive, est bien plus sympa à vivre. On va avoir besoin de villes adaptées. Vous savez le classement des villes où il fait bon vivre? Bon, je dis ça à Angers, il faisait super chaud la semaine dernière, mais globalement, une ville qui s'adapte est un cadre de vie épanouissant pour tout le monde et l'immobilier en sort grandi. Troisièmement, l'adaptation, c'est extrêmement positif pour la santé de la population. Je ne parle pas que de la santé quand on a des problèmes avec le chaud et tout ça, avec les problèmes cardiaques qu'on a, les personnes âgées, les nourrissons. Moi, j'ai des témoignages de collègues à Paris, ils douchaient leurs gamins la nuit. Bon. Ça, cette santé-là, elle est affectée, mais il y a la santé globale aussi. Hein. La dégradation liée au climat et aux crises systémiques en général affecte aussi notre santé à tous, y compris mentale. Donc, si on adapte notre société, la santé globale, mentale, physique, de nos concitoyens est meilleure. 4e élément, adaptez vos projets, adaptez ce que vous avez livré, vos réhabilitations aussi, beaucoup, parce que ce n'est pas que du neuf, hein. Il va falloir qu'on s'occupe de l'ancien. Ça renforce vos boîtes, ça renforce vos entreprises. Dans 10 ans, il y aura les promoteurs qui savent faire des projets adaptés, et il y aura ceux qui commenceront peut-être à essayer de s'y mettre, mais ils seront déjà en chute libre. Parce que arrêtons de penser 5 minutes que les gens ne vont pas regarder ça. Hein. Les gens vont regarder maintenant, de plus en plus. Donc ça renforce vos boîtes. Et enfin, dernier truc, adapter nos offres, hein, ça redonne de la valeur à des choses qu'on avait perdues. Ça, c'est poétique, mais pas que. Ça peut être financier. Il y a des métiers oubliés qui renaissent. Il y a des villes oubliées qui peuvent renaître. Pourquoi? Parce qu'elles ont un potentiel d'adaptation. Il y a des bâtiments délaissés qui revivent. Il y a des friches, au lieu d'artificialiser, qui reprennent vie. Vous voyez? L'adaptation redonne de la valeur à des choses qui n'en avaient plus, ou voire qui avaient des choses qui avaient une valeur négative. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais moi je le suis, et puis on peut continuer le débat après. On va voir ça. Merci. Merci déjà à tous les trois. Je transmettrai à Thomas pour vos présentations.
Alors, avant de vous poser quelques questions, je voudrais savoir si on illumine un tout petit peu la salle, est-ce qu'il y aura beaucoup de questions ou pas pour nos intervenants? Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui auraient des questions pour nos intervenants? C'est toujours dans la première. Donc- Normalement, il faut Non, mettre mais c'est quelqu'un bon. dans la salle qui est Non mais t'inquiète, moi j'en ai des questions. Donc je vais les poser, mais je vais savoir avant parce qu'on a peu de temps et il faut juste que je Ophélie. construise le temps. Donc voilà, donc je pose mes questions et je reposerai la question ensuite, mais c'est pour savoir que là, je vais pouvoir avoir un peu plus de liberté pour vous poser les questions que j'avais. Je voudrais revenir tous les deux, vous avez parlé des PPR justement, en disant qu'ils étaient obsolètes pour la plupart. Eh ben, comment ils font les gens qui sont dans la salle, les professionnels, ils sont sur un projet. Le PPR, ils ne savent pas s'il est obsolète ou pas, parce qu'ils ne sont pas pro du climat, ce n'est pas des Thomas, Nicolas de l'emballerie en puissance tous, ils ne savent pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir qui? Comment ça se passe? Alors déjà, tout se fait à la coordonnée GPS. Ce que vous regardez dans une ville donnée, hein, à 200 mètres près, ça peut être différent. Gardez ça en tête. Il faut, quand on regarde les aléas, là on parle que climatique, mais on va regarder les systémiques aussi, les aléas climatiques, c'est à la coordonnée GPS, premièrement. Deuxièmement, Thomas et Laurence l'ont dit, on a une foultitude de données. Donc n'attendez pas la révision des PPR. Hein, là, vous serez, on va dire, vous serez dans la loi, quoique, vous savez qu'en janvier, la TRAC, il y a une loi qui est quand même officielle aujourd'hui, la TRAC, on doit la prendre en compte en général. Bon, La trajectoire sur le changement trajectoire d'adaptation au changement climatique en France, hein, lancée par Christophe Béchu, qui préface un très bon livre. Non, j'exagère. Voilà, je ne le refais plus, Michel. Non, mais plus sérieusement, une fois qu'on a ça, je vous dis juste quand même, on est un peu dans un creux juridique, c'est un peu bizarre. Hein. La loi votée au Parlement nous dit, vous prenez en compte la TRAC, mais ce n'est pas descendu dans tous les documents d'urbanisme. Ce n'est pas dans vos SCOT, ce n'est pas dans vos SRADET, ce n'est pas dans vos PCAET, ce n'est pas dans vos PLU. Donc, soit vous dites, bon, bah, ça y est pas, je ne regarde pas. Moi, je ne vous conseille pas de ne pas faire ça. Je vous conseille de le prendre. Parce que dans 2 ans, c'est reset, on l'a fait. Donc on a les données et là vous adressez à des bons bureaux d'études, il y en a plein dans la salle, hein, qui vont vous faire ça. Parce que eux, ils ont ça, les ingénieurs, ça ils adorent. Hein. Gérer de la data, mettre des tableurs Excel et tout, dire attention là c'est plus temps, et là. Ça, enfin, okay. L'ingénierie française on l'a. Ce qui est difficile c'est dans les petites villes. Ouais. Hein, il n'y a pas l'ingénierie territoriale, il n'y a pas sur le terrain. Laurence, est-ce que tu veux compléter? Oui, non, mais effectivement, c'est ce que disait Thomas. Donc on a les opérateurs de l'État qui produisent de la très bonne donnée et pas la même. Donc il y a la donnée Météo France sur le risque chaleur et sécheresse, notamment BRGM sur le RGA particulièrement. On a le CNRS qui en produit d'autres. Oui, pardon. Enfin voilà, donc en tout cas toute la galaxie des opérateurs, je dirais IGN qui développe les outils numériques, Météo France, BRGM, CNRS, CEREMA pour le trait de côte. Enfin, voilà. Et sachant que l'État est en train de travailler à un portail qui favorise l'accès, il y aurait encore beaucoup à dire sur la data, mais voilà, je ne veux passer pas beaucoup plus de temps. C'est un petit complément. Vous savez, je vous parlais des hard skills, les trucs un peu compliqués. Enfin, compliqués. C'est comme le bilan carbone. Hein. Il y a 15 ans, personne n'y comprenait rien. Maintenant, on a tous compris comment ça marche. Donc, il ne faut pas se dire c'est compliqué. On va y arriver. Une fois qu'on a les bons aléas au bon endroit, ça on l'a compris, c'est ce qu'on appelle l'étude d'exposition. Ce qui est hyper important sur vos projets, c'est de regarder les vulnérabilités. À savoir, si c'est de la réhabilitation, c'est quel bâtiment je dois adapter avec les aléas qui m'arrivent. Bien sûr, les aléas, vous allez avoir fixé, ou on va vous fixer, dans quel scénario climatique. Ah oui. Et là, il faut stresser vos modèles. Vous savez, il y a eu la polémique sur RCP 8.5, le GIEC se serait trompé. Non, mais ça, c'est les climato-sceptiques qui ont dit ça. Le RCP 8.5, c'est le pire forçage radiatif pessimiste du GIEC. Voilà. Mais en fait, ce scénario-là, il peut encore exister. Il est un peu moins probable, c'est tout. Mais sur vos projets, par exemple, stratégiques, hein, si vous faites une caserne militaire ou une centrale nucléaire ou un hôpital qui concentre toute la sécurité d'un territoire, vous devez stresser vos modèles au scénario pessimiste, d'accord ? Une fois qu'on a dit ça, à un horizon donné, vous pouvez dire jusqu'en 2070, jusqu'en 2050, 2070. Une fois qu'on a dit ça, je reviens sur les vulnérabilités. Vous avez vos bâtiments, si c'est de l'existant, vous avez ça c'est pour le neuf, bon, c'est un peu moins, mais vous avez aussi les vulnérabilités, sensibilités d'usage. Qu'est-ce qui se passe dans ce bâtiment? Qui sont les gens qui sont dans ce bâtiment? Quels âges ils ont? Ou ils auront? Quel est leur niveau de santé moyen? Vous voyez? Qu'est-ce qu'ils y font? Qu'est-ce qu'il y a comme installation? Qu'est-ce qui est sensible? Qu'est-ce qui est stratégique? Une fois que vous avez fait ça,
vous avez un dialogue avec votre commanditaire, votre maître d'ouvrage, et il doit vous dire quelles sont ses priorités. Parce qu'on a une crise économique en plus, hein, je ne vous l'ai pas dit ça. On n'a pas tous les moyens de faire. On devra choisir. Et votre maître d'ouvrage et son conseil maîtrise d'œuvre, ils vont devoir sélectionner les priorités absolues. Et suivant les maîtres d'ouvrage, ce n'est pas les mêmes. Il y a des choses qu'il faut savoir, pas abandonner, mais moins prioriser, parce qu'on a fixé ces priorités. Une fois qu'on a fait ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse de risque. On sait quels sont les risques à traiter. Et là, il y a des réponses. Et juste un mot là-dessus. Il ne faut pas penser que les réponses sont techniques, ni architecturales, ni urbaines en priorité. Moi, je parle du trèfle à 4 feuilles. Vous avez l'image ou pas? On en a tous cherché quand on était gamin. Il faut que vous cherchiez votre trèfle à 4 feuilles. Les 4 pétales, c'est hyper simple. Le premier, c'est la sobriété. Plus vous êtes sobre dans votre projet, plus vous imaginez un projet sobre, plus il sera robuste. Dès que vous faites un projet dispendieux en énergie, en ressources, en eau, en besoins de tout type, il est fragile. La sobriété, l'atténuation est le premier levier de l'adaptation. C'est tout pour tous ceux qui disent « Ah oui, Rosset, tu parles d'adaptation, tu as lâché le truc sur l'atténuation. » Ben non, jamais. Moi, je parle d'atténuation depuis 2002, tu l'as dit. Donc non, on ne lâche pas. La sobriété, on pourra en reparler, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Deuxième feuille du trèfle. Ouais. Tu as bien compté. L'humain. Michel en parle très bien. Le design des solidarités urbaines. Si vous faites des projets où vous allez vers non pas l'altruisme, la solidarité, mais où vous allez chercher de l'individualisme, de l'autarcie, c'est pas du tout solide, c'est pas du tout adapté. Il y aura beaucoup plus de dégâts, il y aura plus de morts. On doit réfléchir comment on active, et c'est un boulot d'architecte, ça, extraordinaire. Je te vois sourire, mais c'est ce que tu fais, je sais bien. Mais il faut l'amplifier, ça. Je pourrais vous donner plein d'exemples. On peut dessiner des logements où on crée des espaces solidarité. J'ai visité un truc incroyable à Bordeaux, c'est un copain, Duncan Lewis. Il a fait une toiture terrasse. Je vous donne juste cet exemple pour vous visionner un truc en disant il ne raconte pas des trucs, c'est des trucs vrais. Il a créé une toiture terrasse derrière un rideau de végétal, bon, ce qui fait que l'immeuble il est très costaud à la canicule. Cet espace de terrasse, tous les vendredis soirs, tous les habitants de l'immeuble, ils se sont créés un WhatsApp, ils ont créé l'apéritif de 18h. Tous les gens de l'immeuble se connaissent. J'ai visité l'immeuble, ils nous ouvraient tous leurs portes, ils connaissent toutes les grands-mères ou les grands-pères de l'immeuble, et là, ils ont tous été visités pendant la canicule. En fait, il y a une solidarité dans l'immeuble. Ça, on peut le généraliser partout. Solutions fondées sur Sapiens, moi je les appelle. Sur les solidarités, sur Sapiens. Troisième feuille du trèfle. Troisième feuille du trèfle. La nature. La nature, bien sûr. Solutions fondées sur la nature. Il faut décrouter nos villes. Il faut arrêter nos écocides. Et de grâce, vous les promoteurs, arrêtez avec le bitume noir. Arrêtez ça. Arrêtez de nous foutre, d'accepter qu'on vous mette du bitume noir au pied de vos immeubles. Je sais pas, vous allez pas marcher sur une planche à allumer, en fait, quand vous faites un barbecue. Donc, il y a plein de choses comme ça. Il faut décrouter, il faut enlever les bagnoles au sol. Les bagnoles garées dans la ville, elles chauffent de 4 degrés. Il y a des études très précises. Vous retrouverez ça dans le bouquin. Il faut mettre les voitures dans des sous-sols, il faut accepter de creuser. On peut mettre du carbone en CAPEX pour éviter le carbone en OPEX. Si vous faites un projet qui n'est pas adapté, il sera échoué climatiquement. Tous vos calculs carbone, on a le droit de mettre du carbone pour le rendre adapté. Il faut arrêter avec ce truc. Vous avez le droit parce que j'aimerais poser une question à Laurence quand même. C'est pour prendre la parole, j'ai 4 trucs comme ça. Oui, je sais bien. Quatrième feuille, bien sûr. Solutions fondées sur l'architecture, sur les œuvres construites, toutes les solutions techniques. Vous voyez? Mais je vous en parle en 4e. Parce que le monde a changé, je vous l'ai dit. Tout a changé. Les règles ont changé. Notre mood doit changer. Je veux juste revenir sur l'assurabilité. Concrètement, quel surcoût, d'abord Laurence, tu auras la parole après Laurent, quel surcoût et comment adapter les territoires pour garantir leur assurabilité, en fait, quel avenir pour l'assurance des collectivités et des particuliers dans un monde incertain où on voit qu'il y a des zones qui ne sont bientôt plus habitables et donc déjà certaines plus assurables. Oui, alors il y a eu un certain nombre de travaux et qui ont été rendus cette année avec l'Observatoire de l'assurabilité de la Caisse centrale de réassurance et le dernier rapport de la Cour des comptes. Mais en gros, le mot de l'assurabilité, il monte beaucoup. Et c'est quoi l'assurabilité? C'est quelle est la capacité. Alors, il y a deux notions, me semble-t-il, intéressantes. C'est à très court terme et la vision des assurances, c'est est-ce que j'arrive à assurer?
Ça veut dire quoi, à quel prix, et donc et à quel endroit. On a un système extrêmement protecteur sur le sujet assurantiel et de la réassurance, notamment sur les catastrophes naturelles en France. Et aujourd'hui, ce qu'on commence à voir, c'est que globalement, c'est un peu OK. Gros risque sur l'outre-mer, principal risque sur le retrait et gonflement des argiles. Il est moins spectaculaire que les inondations ou les cyclones, mais ce qui coûtera et qui coûte de plus en plus cher aux assurances, c'est le RGA, donc le mode constructif. Ce que disait Thomas par rapport à la nature des sols. Et donc, ce qui est intéressant de le prendre par le sujet assurabilité, c'est que aujourd'hui, les assurances qui ont un modèle de réaction et de court terme intègrent ce risque directement dans leur modèle économique et financier. Et donc, c'est la manifestation, on va dire, de l'iceberg sorti de la face immergée de l'iceberg, où on voit aujourd'hui très clairement des manifestations de retrait sur tout ou partie. Alors, globalement, le système reste stable, mais on voit que sur certains risques, à certains endroits, des écarts de primes commencent à arriver sur la base de données 2022. Et tous les assureurs commencent à dire, à horizon 2050, on ne sera plus dans l'ajustement. Alors, j'ai jamais entendu autant de parler de bâtardeau depuis un an, mais le bâtardeau, c'est de la prévention, de réduction de sinistralité. C'est-à-dire que je réduis l'impact sur mon bien, mais ça ne résout absolument pas le problème systémique. Oui, alors je ne reviens pas, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et donc c'est un sujet systémique. Et donc on voit bien qu'à partir du moment où on n'arrivera plus à assurer dans un modèle français qui est basé sur de la mutualisation des risques et une obligation législateur d'assurer, ce qui n'est pas le cas d'autres pays, notamment aux États-Unis. Il y a beaucoup de laissés pour compte. On voit bien que le levier, il est sur l'adaptation. Et donc, arrêtons effectivement d'augmenter notre exposition à l'inassurabilité. Donc, aléa, plus vulnérabilité, plus je mets plein de monde, égale on augmente notre taux d'exposition. Et plus le taux d'exposition est élevé, moins on est en capacité de le gérer et donc de le mutualiser. Le deuxième sujet, c'est là où il y a de l'exposition, comment on peut réduire les vulnérabilités. Alors, et là, on commence à rentrer dans des sujets de bascule plus ou moins fortes au niveau des territoires. Il y a des endroits où on va pouvoir adapter le bâti. Il y a des endroits où on peut considérer qu'on n'est pas obligé de refaire toutes les routes, mais de penser à des systèmes alternatifs. Et il y a des endroits où on commence à relocaliser. Et un sujet, je voulais insister, ça a été un peu dit, mais parce que j'ai parlé de data, d'ingénierie, mais de dialogue social. On accompagne le village de Miquelon, qui est une relocalisation du village de Miquelon. Autant vous dire qu'il a fallu pas mal discuter. Miquelon, comme Saint-Pierre et Miquelon. Comme Saint-Pierre et Miquelon. C'est le premier cas de relocalisation de village exposé à la submersion marine. Mais il y a beaucoup de territoires, je pense au projet partenarial de Sète, Aglo, qui a engagé une grande concertation. Et donc, derrière ces solutions techniques, il faut les partager, puisque cette assurabilité, donc, elle est structurelle pour certains risques et certains aléas ou certains territoires. C'était 5 milliards l'année dernière. À horizon 2100, il y a plusieurs simulations. Alors, je suis très prudente là-dessus, mais c'est 80 à 100 milliards d'euros d'ici 2100. C'est pour ça qu'on parle tout le temps des coûts de l'inaction. Moi, je ne suis pas complètement à l'aise. Parce qu'en fait, on est toujours en ROI d'évitement. Mais on ne parle pas de l'adaptation comme un investissement. Et je trouve qu'on mériterait d'en parler comme un investissement. Et ça, c'est une vision positive. Investir, c'est bien. Après, ça dépend comment on le fait. Le deuxième sujet sur l'assurabilité, c'est qu'en fait, ça renvoie à un signal prix qui aujourd'hui n'existe pas. On a aujourd'hui des marchés immobiliers de foncier qui sont complètement déconnectés des risques. On a des prix très exposés à des zones de submersion marine à 12 000 euros du mètre carré. Donc aujourd'hui, on n'a aucun signal prix, voire même une déconnexion totale, comme le prix du foncier par rapport à la valeur des sols, à l'état des sols. Et qu'est-ce que fait la manifestation assurantielle? Elle vient donner un premier signal prix sur la dévalorisation probable des actifs. La question, c'est dans quelle durée? C'est ça qu'elle dit. Et aujourd'hui, on a une décorrélation des marchés du foncier et de l'immobilier au risque. Il y a un moment où ça va s'inverser.
Et dans une chaîne de valeur de l'aménagement, c'est un sujet. Le troisième sujet, c'est la capacité à financer ces projets. On parlait de quelles données je vais chercher, mais si on se pose la question dès l'amont, est-ce que ce projet il est assurable là où il est? Est-ce qu'il est finançable? C'est aussi un indicateur. Et donc là aussi, il y a du dialogue à avoir en amont. Et on voit notamment chez des banques et au niveau international, on l'a constaté, des écarts de prix. Donc en gros, plus vous êtes vulnérable, que ce soit socialement ou territorial, plus on paye cher, c'est bien fait, moins on a les capacités à faire, moins on est exposé socialement, climatiquement, et plus l'argent sera moins cher. Donc en gros, on est dans un système effectivement systémique et un cercle vicieux ou vertueux qui est que plus vous êtes vulnérable, plus c'est cher, et une incapacité à réduire les fractures, qu'elles soient sociales et territoriales, et c'est des sujets qui nous préoccupent particulièrement à la Caisse des dépôts. Voilà, donc Thomas a aussi parlé de stabilité financière, mais voilà, en fait, c'est autour de tous ces sujets-là que les assurances commencent à regarder, et il y a 3 ans, ils ne se posaient pas la question puisqu'ils étaient réassurés. Les réassureurs se manifestent, donc les assurances se manifestent. Mais le sujet, c'est pas de se dire, ouais, donc il faut réassurer. Le Conseil a réfléchi sur est-ce qu'il faut faire un système de sécurité sociale, de l'assurabilité. Je ne sais pas. Je pense surtout qu'il faut réduire. Il faut réduire notre dépendance et notre vulnérabilité et notre exposition. 1 minute pour toi, Laurent, parce que j'aimerais laisser une question à la salle et on est très en retard. 1 minute, alors je vais faire court. Je vais juste prendre l'exemple du risque argile, parce qu'il parle à tout le monde, pour illustrer qu'en fait les solutions sont systémiques. Là, en France, c'est pas dur si vous voulez. Là, on est un pays assez argileux. Vous connaissez la carte radon, ça vous connaissez la carte radon. Bah, son opposé, c'est la carte argile. Là où c'est radon, c'est l'armoricain, c'est le granit, ça émet de voilà. Là où il n'y a pas, c'est argile. La carte argile vient d'être faite et il y a beaucoup plus de jaune, orange et rouge qu'avant. D'accord. Si on prend cette carte et qu'on prend le truc au pied de la lettre, on pourrait dire, allez, 60% des bâtiments en France sont concernés par le risque argile. Déjà, donc on n'a pas la finance pour traiter ce risque. Et moi, c'est pour ça que je pense que cette approche du risque argile, elle nécessite la finesse et le dialogue avec son maître d'ouvrage et d'une maîtrise d'œuvre. On peut, je vous cite juste une anecdote et j'ai fini. J'ai vu un projet sur lequel je suis intervenu. En fait, il y avait un risque argile qui n'était pas encore là, qui était probable, et il fallait couper les arbres, c'était en réa, il fallait couper les arbres dans la propriété pour éviter le risque argile. D'accord. C'est une absurdie. Pourquoi ? Parce que les risques ne sont pas classés. Il faut classer les risques d'importance dans le schéma déréglé. D'accord. Quand on commençait à regarder en schéma déréglé, on se rend compte que les arbres, ils sont hyper précieux. Pourquoi ? Parce que l'habitat, il gagnait 10 degrés de confort à l'intérieur. D'accord ? Et pour éviter une fissure qui n'est pas encore là, on allait couper des arbres. Donc les solutions ne sont pas techniques. J'ai discuté avec la maîtrise d'ouvrage, je leur ai dit, on peut vous faire un renforcement, non pas en sous-sol, mais hors sol, superstructure, pour faire en sorte que si fissure il y a demain, la solidité, la sécurité de vos familles, elle est garantie 100%. Il faut juste rentrer dans une culture du kintsugi. Vous connaissez ça ? La fissure est belle. La ride, parfois, elle est belle aussi. Pourquoi on veut des baraques où il y aurait 0 petite fissure sur un truc en pierre ou un truc en enduit ? Mais c'est débile de lutter contre ça, alors qu'en fait, le vrai risque, c'est d'avoir 35 degrés dans sa chambre, quoi, ou 40 même. Vous voyez ? Alors que même, il fait moins chaud dehors. Voilà. Donc ce classement des risques, comment dire, arrêtons de penser que les solutions sont techniques, elles sont globales, elles sont systémiques, c'est un dialogue, on ne pourra pas tout faire. Et par contre, les choix sont hyper importants, parce que le pire du pire, et je termine, Oui, s'il te plaît. c'est la maladaptation, le pire du pire. C'est vous croyez résoudre un problème A en le faisant à coup de billets en euros, vous amplifiez le problème B et C de vous et de vos voisins, ou même en résolvant le problème A pour vous, pour votre petite gueule, vous amplifiez le problème A pour tous vos voisins. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc cette maladaptation, ça c'est un mal qui nous ronge, et voilà, il faut qu'on soit tous conscients de ça. Vaut mieux encore rien faire que faire quelque chose qui amplifie d'autres choses. Merci.
Juste, je regarde les organisateurs pour savoir, je ne peux pas prendre de questions de la salle, hein, j'imagine. Désolée, mais effectivement, on a eu un retard au début qui s'est amplifié. Et donc voilà, donc je suis désolée, on ne va pas prendre de questions. Vu qu'il n'y en avait pas tout à l'heure, je me dis que ça ne va pas trop vous priver, j'espère. On va remercier Laurent, Laurence et Thomas qui s'est absenté pour cette table ronde vraiment qui était, en tout cas sur leurs exposés, leur présentation. Et puis je vous promets de repartir dans la salle. Merci d'avoir tenu à peu près le temps. Alors, merci à tous les trois pour ces échanges qui nous ont permis de faire progresser la réflexion. Il y avait des choses assez intéressantes. Moi, j'avais plein d'autres questions, mais c'est pas grave, ce sera pour la pause déjeuner.